Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Voici les titres. L'économie béninoise est l'une des plus dynamiques de l'Afrique. Analyse du directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. Le fonctionnaire senior de Bretton Woods a été reçu par le chef de l'État. Dans un environnement où l'agriculture germe d'opportunités pour l'avenir, des jeunes passionnés se mobilisent à la quête de nouvelles possibilités. À la faveur d'une initiative dénommée Agro Meet-up, on en verra les perspectives. Et puis nous irons hors du Bénin pour avoir les échos des élections au Botswana où les résultats sont attendus ce soir. À Gaza où est annoncée une possible trêve de moins d'un mois et le pardon du président allemand face aux crimes nazis en Grèce. Ravi de vous retrouver pour cette livraison de l'actualité. L'économie béninoise est l'une des plus dynamiques de l'Afrique en dépit des difficultés que traverse le continent. C'est le regard du directeur du département Afrique du Fonds monétaire international en séjour au Bénin. Il s'est confié à Jean Nombimet et Ulvaeus Balogun après son audience avec le chef de l'État. C'était une très bonne visite. Depuis hier, j'ai eu des échanges très fructueux avec les autorités de ce pays. L'économie béninoise se porte bien et continue de se renforcer. Le cadre macroéconomique est stable en dépit de toutes les difficultés dans la région. Nous avons discuté des défis que rencontre le Bénin en ce qui concerne la nécessité de continuer d'investir pour créer de l'emploi. Nous avons aussi évoqué l'appui que le FMI peut apporter au Bénin. En somme, les échanges étaient très fructueux. Autre signe d'embellie économique pour le pays, c'est ce nouvel accord douanier intervenu entre la Chine et le Bénin. Une délégation des douanes chinoises est venue finaliser l'accord de reconnaissance mutuelle des programmes d'opérateurs économiques agréés auprès des douanes béninoises et chinoises. Une initiative qui vise à promouvoir un environnement commercial sécurisé. C'est un accord préparé au bout de 2 années de procédures et de négociations, assorti d'une feuille de route arrimée aux règles de l'Organisation mondiale des douanes. Nous allons passer à un autre sujet. Le sujet a été annoncé en titre, l'Agro Meet-up. Dans un environnement où l'agriculture est pleine de perspectives pour l'avenir, des jeunes passionnés se mobilisent pour quêter des opportunités. C'est à l'occasion de la première conférence dénommée Agro Meet-up, un espace de partage d'informations, de réseautage et de planification de projets agricoles. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin offre sa caution et abrite cette rencontre stratégique. Voici les échos. L'Agro Meet-up, le rendez-vous incontournable pour saisir les opportunités en agriculture. Cet événement offre aux jeunes passionnés et aspirants producteurs agricoles une chance de se lancer et de concrétiser leurs projets. C'est une mission de pouvoir parler aux jeunes et aux moins jeunes, de leur parler des opportunités du secteur agricole, de les pousser le plus possible à se lancer en agriculture. On est le continent le plus jeune au monde, on a du soleil, on a des terres à foison et il faut donc qu'on les exploite pour diminuer au mieux les importations et pouvoir être sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Donc on va essayer de leur parler des opportunités, de parler d'argent, des opportunités business qu'on a. L'agriculture, c'est comme tout autre secteur, c'est une science. Il faut se faire former, il faut maîtriser le secteur, il faut de l'investissement et il faut un planning assez rigoureux avant de se lancer. On ne va pas faire aujourd'hui l'agriculture comme le faisaient nos ancêtres, encore que en leur temps, ils avaient quand même certaines règles qu'ils suivaient. Donc, l'agriculture, c'est comme toute autre science. Il faut se préparer avant de se lancer. Au cours de ce meet-up, les jeunes ont été informés et sollicitent l'appui des autorités du secteur agricole pour un meilleur accès aux informations. Ce que je retiens particulièrement, c'est le fait de beaucoup s'informer avant d'attaquer le domaine agricole, d'être persévérant, courageux et d'avoir beaucoup de dextérité. Ce qui nous manque vraiment, c'est quand on veut commencer, on ne sait pas vers qui aller, où aller. Donc ce que nous voudrons vraiment, c'est vraiment les informations et ensuite l'accompagnement nécessaire qu'il faut pour quand même réussir nos projets agricoles. Du réseautage à la planification de projets agricoles, en incluant les opportunités financières, aucun aspect n'a été négligé lors de cette conférence.
Merci Christelle Tongodo. L'université comme berceau d'émergence de start-up. C'est l'élan pris par l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. L'UNESTIM accueille dans cette veine le forum des start-up et du savoir-être professionnel. Un rendez-vous de valorisation des résultats de recherche, source potentielle d'innovation et de projets de start-up. Ce rendez-vous est aussi voulu comme espace de dialogue avec les entreprises pour préparer l'insertion professionnelle des étudiants. Pierrette Adam aussi, Candel Capo. Nécessité d'incuber des start-up dans les universités publiques du Bénin. Quels enjeux et défis pour les unités de formation et de recherche de l'UNESTIM? C'est le thème de ce forum sur les enjeux et défis des start-up. Les assises rassemblent enseignants-chercheurs, partenaires socio-économiques et étudiants. Autour de ce thème, nous allons échanger sur la valorisation des résultats académiques et de recherche universitaire par la création des start-up et entreprises. Les modalités de création et de gestion d'entreprises ainsi que les savoir-être en milieu professionnel. La présentation de la plateforme partenariale Cité intégrée de transfert du savoir, d'innovation, d'expertise et d'entrepreneuriat dénommée City 2E de l'UNESTIM. Des initiatives comme le projet Partenariat académique Afrique-France, PEAI4, appuient le forum. Dans le projet, il y a un fort aspect sur le renforcement des partenariats socio-économiques, donc pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants de l'UNESTIM qui font partie des filières du projet sur l'aménagement des villes durables et la construction durable. Et on propose notamment de travailler avec l'UNESTIM à la construction d'une cité intégrée des transferts du savoir et de l'expertise qui s'appelle City 2E. Chers apprenants ici présents, qu'en dehors de ce que vous soyez employables, que vous devriez être aussi des créateurs d'emplois à travers l'entrepreneuriat CHIP. Vous apprenez, vous entendez parler du projet Azoli, où des jeunes gens sont mis en situation d'entreprise pour apprendre ce qui se fait là, sous forme de bourse à ces étudiants-là, selon les cas, 1 an ou 6 mois, pour avoir la main. Au menu des communications et tables rondes, notamment sur les défis et enjeux auxquels doivent répondre les entreprises et ou start-up pour le développement durable d'une nation. Écho dans ce journal de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration sur la décennie à venir, la PONADEC 2024-2033. Les acteurs des différents ministères impliqués dans son pilotage se mobilisent pour s'en approprier les grandes lignes. Quelles grandes perspectives s'annoncent? Élément de réponse au lancement des travaux démarrés sous les yeux de l'équipe d'Amandine Niambossou. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration est un document fédérateur des interventions de toutes les parties prenantes. La nouvelle génération de la PONADEC met l'accent sur une plus grande efficacité de l'action publique au profit des collectivités locales. À l'horizon 2033, la PONADEC vise à faire des communes du Bénin des espaces bien gouvernés à économie prospère pour un développement harmonieux et équilibré du territoire national. Pour ce faire, 5 orientations stratégiques ont été définies. Pour l'atteinte des résultats escomptés, la PONADEC a prévu pour son pilotage la mise en place d'un comité interministériel. Ce comité, dont vous êtes membre, a la responsabilité de coordonner la mise en œuvre de la PONADEC, de veiller à la mise en place de ces instruments et outils d'opérationnalisation, d'assurer le rapportage et le suivi de l'état d'avancement de la PONADEC. Il est prévu l'organisation d'une session ordinaire par trimestre. Cette session ordinaire qui nous réunit ici est la première de l'année en cours. Les membres du comité interministériel de la PONADEC sont donc installés au cours de cette première session ordinaire de l'année 2024. Occasion pour eux de s'approprier les grandes lignes du document.
Un enseignant dans chaque discipline face aux élèves dans une classe. C'est l'ambition du gouvernement. Quelles sont alors les actions menées dans ce sens jusque-là? Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle se prononce. Il revient aussi sur l'objectif des 30% d'élèves orientés dans l'enseignement général. Il pointe ainsi la politique volontariste de développement de l'offre de formation professionnelle axée sur la transformation de l'économie béninoise. Écoutons ici Yves Kwaro-Chabi. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 95% de couverture d'enseignants. Nous n'avons pas de souci de mathématiques en ce qui concerne les enseignants du premier cycle. Nous en avons en ce qui concerne les professeurs certifiés et nous travaillons à corriger cela. Pour ce qui est de l'éducation physique et sportive, oui, justement, à ce niveau, on n'en parle pas, mais c'est plutôt là où il y a le plus de besoins. Mais ce sera corrigé parce que notre Institut national de sport à Porto-Novo, l'INEFS, a mis donc sur le marché des centaines, environ 400 à 500 enseignants qui constituent le vivier que nous allons bientôt recruter suite à un test qui est en cours de préparation. Mais à moyen et long terme, en ce qui concerne les professeurs de sciences et de mathématiques notamment, nous pensons que cela sera réglé avec la mesure prise par le gouvernement de créer des écoles normales scientifiques et des lycées scientifiques. Okay. Et là également, les financements sont bouclés, les études sont achevées. Il est question de mettre en place des lycées scientifiques qui vont former nos enfants à partir donc de la seconde jusqu'en terminale en sciences exclusivement. Ils auront un baccalauréat scientifique et ils seront récupérés par des écoles normales scientifiques, donc des écoles normales supérieures scientifiques pour faire d'eux donc des professeurs certifiés de sciences. Déjà au niveau du technique, nous constatons une levée donc, des effectifs. J'étais au lycée Koulibaly pour lancer la première série des examens techniques. Et j'ai pu noter là que nous sommes passés de moins de 4 000 candidats en 2016 à plus de 12 000 actuellement. Donc les chiffres multipliés par 3-4. Et quand vous prenez les effectifs, même au niveau des filles, ces effectifs existent là. Là également, nous avons une flambée et cela ne va pas s'arrêter. Et à propos de formation professionnelle, de conquête de compétences, la révolution la plus marquante de ce troisième millénaire s'impose par le numérique. Alors, question, comment transformer l'enseignement technique grâce aux outils de la digitalisation? Une initiative a vu le jour grâce à l'UNESCO pour former des apprenants en adéquation avec les technologies d'aujourd'hui et du futur. Le Bénin y adhère totalement. Éclairage avec Françoise Insou et Herman Rodrigue-Amégan. Le Bénin se veut être un hub numérique en Afrique. Depuis quelques années, le pays a orienté plusieurs politiques publiques dans cette direction. Le secteur de l'éducation n'échappe pas à cette ambition qui est en adéquation avec l'initiative panafricaine pour la transformation digitale. Conduite par l'UNESCO, l'objectif de ce projet piloté actuellement dans 20 pays africains est de créer un écosystème qui va permettre l'intégration du numérique dans les systèmes de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Le Bénin attend de cette stratégie digitale un renforcement et une diversification des offres de formation pour améliorer l'accès à la formation inclusive à coût réduit. L'initiative repose sur 10 objectifs de référence en concordance avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, raison pour laquelle le Bénin a marqué son accord. Cet engagement est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité stratégique pour préparer nos jeunes, les jeunes béninois, aux défis et aux opportunités des métiers de l'économie numérique. Cela participera inéluctablement à la concrétisation de la volonté du chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon. Un expert international est déployé sur place pour conduire la mission. Il a quelques semaines pour mettre en place la stratégie du Bénin. Il faut d'abord passer par une étape d'analyse de ce que nous avons actuellement sur le terrain, donc des réalités, des bons coups, des mauvais coups, etc., de ce qui se fait déjà. Et maintenant, basé sur ça, nous allons pouvoir déployer une stratégie pour aller attaquer les grands défis, les grandes problématiques et enfin atteindre les objectifs fixés par la mission.
La transition numérique au cœur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Une résolution pour dynamiser le tandem emploi-formation dans un monde de plus en plus digitalisé, robotisé, où la machine remplace progressivement l'humain. Allons à présent vers le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution. Le CEPAD muscle ses moyens d'intervention dans la lutte contre les engins explosifs, la sécurisation des dépôts de munitions, la réduction de la prolifération des armes légères et de petit calibre. Igor Ayosso et Deo Gracias nous font voir le déploiement de capacités. Une Toyota Land Cruiser dotée d'une solide carrosserie et adaptée à tout type de terrain selon les spécialistes. C'est un don du projet d'appui à l'architecture et aux opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO. Ce matériel roulant fait désormais partie du patrimoine du CPADD, le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution. Pour le CPADD, unique centre francophone spécialisé dans le domaine du déminage en Afrique, cette situation est devenue un défi, surtout depuis l'expansion des attaques terroristes aux États côtiers du Golfe de Guinée dont fait partie notre pays, le Bénin. Pour relever ce défi, le centre a lancé un appel à ses partenaires techniques et financiers afin de renforcer ses infrastructures, ses équipements techniques et ses moyens roulants. Cet appel a eu écho auprès du projet d'appui à l'architecture et aux opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO et de la GIZ. Ce don est rendu possible au travers des projets architecture et opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO, ECOWAS Peace and Security Architecture and Operation, le EPSAO, qui est mis en œuvre par la GIZ au nom du gouvernement allemand et de l'Union européenne. L'objectif est de contribuer au renforcement des capacités de la CEDEAO en matière de prévention et de gestion des conflits en Afrique de l'Ouest. L'opportunité de développer les compétences de ce centre, vous le savez tous, c'est que depuis bientôt plus d'une décennie, le Sahel est confronté à une situation que vous connaissez. Et donc nous avons parfaitement besoin d'intensifier qualitativement et quantitativement nos besoins et nos offres de formation à la matière. Le centre CPADD est créé depuis 2003 et forme du personnel civil et militaire dans plusieurs domaines, dont le déminage et la neutralisation des engins explosifs. À propos d'engins de tuerie et de guerre, notre dossier politique propose de projeter une lumière sur le basculement du Proche-Orient dans le chaos depuis un an, octobre 2023, conséquence d'une aggravation du conflit entre Israël et les groupes armés de la Palestine, notamment le Hamas. Un conflit vieux de plusieurs décennies et dont le bout du tunnel ne semble pas pour demain. Comment est né ce conflit qui n'en finit pas entre deux voisins qui se détestent avec la même force? Y a-t-il des chances d'une cohabitation pacifique entre ces deux ennemis intimes? Voyons l'analyse proposée par William Aguiar. Au milieu de l'escalade de la guerre entre l'Israël et le Hamas, 107 ans se sont écoulés depuis la déclaration de Balfour, un document qui a conduit à la création de l'État d'Israël et qui a changé l'histoire de la région. Les Nations Unies, sous l'initiative du Royaume-Uni et d'un certain nombre de ses alliés, ont décidé, en guise de remédier à ce qu'on a connu pendant cette guerre contre les Juifs, ce qu'on a appelé la Shoah et l'extermination des Juifs. Ils ont estimé que les Juifs méritaient naturellement d'avoir un État, puisqu'ils étaient carrément des apatrides un peu partout. Et donc, ils ont pris l'initiative de créer un État d'Israël en plein cœur de ce qu'on connaissait comme étant la Palestine. C'est un conflit tout au moins qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui remonte beaucoup plus loin que ça. Qu'il vous souvienne que aux Israéliens, du point de vue, on va dire, biblique, il est retenu la terre promise qu'Israël attend.
mais une promesse qui n'a pu se réaliser jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, étant donné l'histoire. Des considérations géopolitiques en même temps que religieuses qui ont conduit à la création de l'État d'Israël, avec à la clé l'expropriation de milliers de Palestiniens. Une décision perçue comme une occupation illégale, une injustice aux yeux des expropriés. C'est le début d'un conflit au cœur duquel se retrouve une bande de terre dénommée la bande de Gaza. C'est un territoire et sous forme de bande, quand vous regardez, c'est pour ça qu'on parle de Gaza Strip en anglais, mais un territoire qui est totalement entouré par ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Certains Palestiniens ou Arabes qualifient la bande de Gaza d'une prison à ciel ouvert parce que même l'accès à l'eau potable et à l'électricité, tout est contrôlé par Israël. Israël n'a pas occupé cet espace, mais a maintenu cet espace sous sa domination. De ce conflit sont nés plusieurs mouvements armés pour soutenir la cause palestinienne contre l'Israël, allié historique des Américains. Dans tout combat pour l'autodétermination, vous avez une structure officiellement reconnue, que ce soit du point de vue interne que du point de vue externe. C'est le cas, par exemple, de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui est née en 1964, mais que le personnage charismatique de Yasser Arafat a eu l'opportunité de prendre disons, en main à partir de 1973. Il faut dire qu'au départ, il y avait juste le mouvement de libération de la Palestine qui existait. Et c'est Israël, avec les Américains, qui ont senti le besoin d'avoir un mouvement qui va combattre ce mouvement-là, qui défendait purement et simplement la cause des Palestiniens. Ils ont éprouvé le besoin et donc ils ont créé le Hamas, techniquement. Ce mouvement à l'origine des attentats du 7 octobre 2023 qui a déclenché la riposte israélienne avec à la clé de milliers de morts, des otages, des villes entièrement détruites et régné de la Quds. L'armée israélienne, avec la précision de ses tirs, a réussi à éliminer plusieurs dirigeants de mouvements armés. Une énième guerre qui dure depuis plus d'1 an et qui se régionalise aux yeux de la communauté internationale. Un conflit dont l'unique porte de sortie est la solution à double État. Mais cette solution semble être écartée en même temps que la paix dans cette région du monde. Débarquons du dossier politique qui nous a emmenés au Proche-Orient pour avoir les échos de la réaction de la ministre de tutelle de la SRTB suite au mouvement d'humeur du syndicat de l'audiovisuel public. Au lendemain du cri d'alerte syndical, la ministre du numérique et de la digitalisation a convoqué une réunion de dialogue entre le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin Central Bénin et la direction générale de la société de radiodiffusion et télévision du Bénin SRTB. La ministre de tutelle Aurélie Adam-Soulé en a profité pour témoigner son engagement à un dialogue social constructif. Suivant. Dans un climat d'écoute et de transparence, la ministre a répondu aux préoccupations des travailleurs concernant les réformes engagées au sein de la SRTB. Les échanges ont permis aux syndicats de présenter un mémorandum exposant leurs propositions pour accompagner les réformes en cours tout en soulignant leur volonté de contribuer au progrès de la société. Au terme des discussions, la ministre a apporté des clarifications sur les différents aspects de gestion et les investissements déjà déployés au bénéfice de la SRTB. Elle a également encouragé la direction de la SRTB à poursuivre les échanges avec le syndicat pour garantir une communication fluide et régulière. Par cette rencontre, la ministre du numérique et de la digitalisation, Mme Aurélie Adam-Soulé Zoumarou, renouvelle son engagement à maintenir un dialogue ouvert et un climat social apaisé propice au développement de l'audiovisuel public au Bénin. Voilà donc pour le dialogue retrouvé entre le ministère du numérique, ministère de tutelle, du média de service public. Restons dans ce giron numérique et média pour parler de la consommation de contenu vidéo qui s'accroît avec des plateformes dominantes comme TikTok et Instagram. Les médias investissent de plus en plus dans le numérique pour interagir en temps réel avec le public. Cette tendance montre aujourd'hui l'irrésistible avancée des médias classiques dans l'espace numérique. Des journalistes web nous en parlent ici au micro
de Saint-Iche-Quimpon, Ramatou Lawani et Edmond Mbo. GDS-SA va bientôt procéder à la facturation des contenus vidéo, des podcasts, la diffusion sur des réseaux sociaux, plusieurs tendances émergentes avec les médias en ligne, sur des plateformes comme LinkedIn, Facebook, YouTube ou encore TikTok. Le numérique offre une grande diversité de voix et de perspectives. Le numérique, c'est notre outil de travail, notre antenne, c'est le seul moyen par lequel nous diffusons nos contenus. Donc nous servons des outils du numérique, les réseaux sociaux. Journaliste de rien du tout, peut-être inconnu, méconnu de tout le monde, une simple opinion peut intéresser les grands médias de ce monde qui vont retweeter, parce que ton opinion a été virale. C'est le monde vraiment plus rapproché, Internet. Le numérique aujourd'hui force presque tout le monde, met une certaine pression sur tout le monde, de sorte que même les médias classiques ont leur page, ont leur site web où ils republient leur contenu. Pour élargir leur audimat, ils développent chacun des astuces qui captivent l'attention des internautes derrière leur smartphone. Aux premières minutes, il faudrait qu'on les accroche. Ne faisons forcément pas un traitement comme les médias classiques. On joue plus sur le début, dans les premières secondes, parce que si déjà l'internaute n'est pas intéressé aux premières secondes, il va zapper. Parfois même, on fait une fausse ouverture. On commence directement par l'information qui peut tout de suite accrocher l'internaute. Là, il est tenté, il est curieux de savoir ce qu'il en est par la suite. C'est facile de penser que parce que telle vidéo a fait 10 000 vues ou 100 000 vues, l'autre vidéo qui va suivre fera tout autant. Ce n'est jamais gagné d'avance. Dans cette course à la primeur, le risque de désinformation est grand. Et en courant, on ne traite plus l'information comme cela se doit. On reste souvent de façon superficielle. L'important pour nous, c'est d'avoir la primeur, de donner l'information tout de suite. Il faut se former également, il faut mettre à jour ses connaissances. Le succès des médias dépendra de leur capacité à s'adapter aux évolutions technologiques et aux attentes des consommateurs pour rester pertinents dans un environnement numérique en constante évolution. Allons hors du Bénin sur les échos des élections au Botswana où les résultats sont attendus ce soir même. À Gaza où est annoncée une possible trêve de moins d'un mois. Et puis ce pardon du président allemand face au crime nazi en Grèce. Suivant. Dépouillement des voix dans une élection très disputée. Le Botswana a voté mercredi pour désigner son président et son parlement. Les longs cordons d'électeurs qui attendent parfois plusieurs heures avant de déposer leur bulletin dans l'urne témoignent d'une haute participation. 4 candidats sont en lice pour la présidentielle. Les résultats sont attendus ce jeudi soir. Les médiateurs de la guerre à Gaza ont proposé une trêve de moins d'un mois au Hamas. Après plusieurs discussions, la trêve prévoit un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens et une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza. Le président allemand demande pardon à la Grèce pour les crimes nazis. 80 ans après la fin de la féroce occupation de la Grèce, il est face à des survivants qui réclament toujours justice. L'épineuse question des réparations de guerre, jamais versées par l'Allemagne, demeure un sujet hautement sensible en Grèce, quoique mis en sourdine à la faveur de l'arrivée au pouvoir du conservateur en 2019. Cette page internationale de nos collègues Gloria Oni et Exaucé met fin plutôt à ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.